Avez-vous déjà observé attentivement une vieille machine à coudre Singer qui prend la poussière sur le grenier de votre grand-mère ou qui trône comme une décoration vintage dans un café branché? Approchez-vous plus près, touchez ce métal froid et lourd, sentez son poids. Et maintenant, posez-vous une simple question qui fait détourner nerveusement le regard aux historiens. Pourquoi une ménagère du 19e siècle, dont la vie se déroulait entre la cuisine et le berceau de son bébé, aurait-elle besoin d'un mécanisme d'une robustesse colossale capable de survivre à un impact direct d'obus d'artillerie? On nous a menti toute notre vie sur le progrès technique et la révolution industrielle. Ce que l'on nous présente comme une innocente outil pour coudre des robes en percale est en réalité l'une des principales preuves d'une falsification globale de l'histoire. Vous avez été trompé, et l'ampleur de cette tromperie fait frémir. La version officielle affirme qu'au milieu du 19e siècle, soudainement, comme par un coup de baguette magique, est apparue la nécessité de mécaniser la couture. Et des inventeurs géniaux ont inondé le monde de millions d'appareils. Mais activons notre pensée critique et retirons les manuels scolaires de l'équation. Devant nous, un appareil fabriqué en acier d'armement de première qualité. Le châssis est moulé en fonte d'une qualité que l'on n'atteint aujourd'hui que dans des ateliers de fonderie high-tech à usage militaire. Les axes, les engrenages, les porte-aiguilles, toutes ces pièces sont ajustées avec une précision micrométrique. Et cela à une époque où, selon l'histoire officielle, les rues étaient sillonnées de chariots à roues en bois et la principale source de lumière était la chandelle de suif. On tente de nous convaincre que les technologies nécessaires pour créer de tels mécanismes sont apparues d'elles-mêmes, par voie évolutionniste. Mais n'importe quel ingénieur qui a tenu un pied à coulisses dira que c'est impossible. La machine à coudre modèle 1860, ce n'est pas un appareil ménager, c'est un produit de conversion. C'est une partie de quelque chose de plus grand qui a été rapidement reconverti, repeint, orné de monogrammes dorés et vendu à la population pour cacher le véritable objectif des lignes de production. Regardons la vérité en face. Si vous démontez un vieux Singer et placez ses pièces à côté de celles d'un revolver Colt de la même période, vous ressentirez un choc. Ce ne sont pas simplement des technologies similaires, c'est le même standard. L'unification des pièces, dont on nous parle comme d'une réussite du XXe siècle, existait déjà à l'époque. Pourquoi un mécanisme, pour assembler du tissu, a-t-il besoin d'une marge de sécurité calculée pour des siècles d'exploitation dans des conditions extrêmes? Pourquoi utiliser de l'acier allié, qui résiste difficilement à l'usinage, même avec des outils coupants modernes, pour fabriquer de l'ustensile domestique? La réponse est évidente, mais elle est trop terrifiante pour être exprimée à voix haute dans une salle académique. Ces machines n'ont pas été créées pour coudre. Initialement, c'étaient des nœuds de mécanismes complètement différents. Peut-être d'armes, peut-être de systèmes de contrôle, ou bien ce sont les restes de technologie d'une civilisation précédente, que les nouveaux maîtres du monde, qui ont pris le pouvoir après la catastrophe du milieu du 19e siècle, ont décidé d'adapter à leurs besoins. Regardez la démographie et l'économie de cette époque. On nous dit que le prix d'une machine Singer était d'environ 100 $. En convertissant en monnaie moderne et en tenant compte du pouvoir d'achat de l'époque, c'était une somme astronomique. C'était le revenu annuel d'une famille moyenne. Croyez-vous vraiment que des millions de familles pauvres à travers le monde, des villages reculés de l'Empire russe aux prairies de l'Ouest sauvage, achetaient en masse ces jouets coûteux? D'où venaient les moyens pour une population qui venait soi-disant de sortir du système féodal et du servage? La statistique officielle se tait. On nous sert des contes de fées sur l'échéance et le marketing génial d'Isaac Singer. Mais les chiffres ne concordent pas. Le nombre de machines produites se chiffre en millions d'unités par an. Ce sont des échelles industrielles qui exigent des usines géantes, une logistique des plus complexes et surtout une base de matières premières qui, selon les données officielles,
n'existaient tout simplement pas à l'époque. Qui a réellement construit ces usines géantes en briques rouges que l'on voit sur les anciennes gravures? Elles ressemblent plus à des palais ou des temples qu'à des ateliers. D'où venait l'énergie pour fondre une telle quantité de métal? Des machines à vapeur. Ne riez pas. Le rendement des machines à vapeur de l'époque suffisait à peine à faire tourner quelques axes. Et ici, nous voyons une production en flux continu, avec des tolérances qui sont utilisées aujourd'hui dans la construction aéronautique. Nous tombons dans une impasse logique si nous suivons la version officielle. Mais il suffit de supposer que les machines à coudre sont un usage secondaire, une reconversion, une tentative de recycler d'immenses stocks de pièces restantes d'un monde passé pour que tout s'emboîte parfaitement. Rappelez-vous l'apparence des premiers modèles. Ils sont étranges. Ils sont superflus. Ils ont des nœuds dont la fonctionnalité fait encore débat parmi les mécaniciens restaurateurs. Pourquoi y a-t-il des trous superflus dans le châssis? Pourquoi la configuration de l'axe permet-elle de transmettre un couple de torsion des dizaines de fois supérieur à ce qui est nécessaire pour percer le tissu avec l'aiguille? C'est comme monter un moteur de char sur un landau d'enfant. C'est absurde du point de vue de l'ingénierie, si nous parlons de la création d'un produit à partir de zéro. Mais c'est parfaitement logique si vous avez des entrepôts remplis de pièces provenant, disons, de canons légers à tir rapide ou de mécanismes de pointage, et que vous devez urgent inventer comment les vendre à la population en effaçant la mémoire de la guerre. De quelle guerre parle-t-on? De celle-là même dont nous voyons les traces partout dans le monde, sous forme de premiers étages de bâtiments enfouis. De cette catastrophe qui a forcé l'humanité à oublier son passé. La machine à coudre est un artefact. C'est un témoin qui se trouve dans votre maison et qui crie silencieusement que 170 ans plus tôt, le monde était complètement différent. Nous avons l'habitude de penser que le progrès est linéaire, de la bâton de pioche à l'iPhone. Mais les anciens mécanismes détruisent cette illusion. La qualité du métal dans les machines à coudre de la fin du 19e siècle est supérieure à celle des voitures modernes. Comment est-ce possible? Les technologies ont-elles vraiment dégénéré? Ou utilisons-nous simplement les misérables restes d'un grand héritage qu'on nous présente comme les accomplissements du capitalisme? Observez la forme. Des courbes élégantes, une ergonomie étrange. Certains chercheurs affirment que la forme du boîtier de la machine à coudre reproduit des résonateurs acoustiques. Et si ces appareils avaient une autre fonction dont nous ignorons l'existence? Vibration, son, fréquence. Et si des millions de ces appareils, fonctionnant en harmonie à travers le monde, créaient un champ quelconque? Ça semble fou. Mais rappelons-nous que nous ne savons rien des véritables propriétés de l'éther et de l'électricité atmosphérique, dont les technologies d'utilisation ont été interdites et retirées de l'accès public au début du XXe siècle. Nous sommes au seuil d'une découverte grandiose. Et la clé de cette découverte n'est pas dans les lointaines pyramides d'Égypte, mais juste sous votre nez. Laissez de côté les émotions et passons aux faits techniques secs qui détruisent le tableau officiel du monde du 19e siècle. Prenez une tournevis et retirez le capot de n'importe quelle machine à coudre produite avant 1900. Que voyez-vous à l'intérieur? Si vous vous y connaissez ne serait-ce qu'un peu en mécanique, un froid vous envahira. Devant vous, ce n'est pas un mécanisme pour entrelacer des fils. Devant vous, un mécanisme bielle-manivelle pratiquement identique à celui utilisé dans les armes à feu automatiques. Ce n'est pas simplement une ressemblance, c'est une unité constructive. Observez la navette. Dans les premiers modèles, elle est même appelée balle, en raison de sa forme caractéristique. Croyez-vous vraiment qu'il s'agit d'une coïncidence? Les ingénieurs de l'époque auraient soi-disant donné par hasard à une pièce pour coudre une forme aérodynamique de projectile de combat.
C'est un mensonge. La navette est précisément un cadre de culasse recyclé ou un élément de la partie culasse d'une arme qui a été adapté à des besoins pacifiques dans le cadre d'une conversion d'urgence. Examinez le principe de fonctionnement du porte-aiguille. C'est un mouvement rectiligne alternatif avec une fixation rigide au point mort bas. C'est une copie exacte du fonctionnement du percuteur frappant l'amorce de la cartouche. La seule différence est que, au lieu du percuteur, on a installé une aiguille et qu'au lieu de la charge de poudre, l'énergie est absorbée par le tissu. Le mécanisme d'avance du tissu est une crémaillère dentée. Comparez-la au mécanisme d'alimentation de la bande de cartouche dans la mitrailleuse Maxim ou dans les plus anciennes mitrailleuses Gatling. Le principe est le même. L'espacement des dents, l'angle d'attaque, le matériau, tout coïncide à quelques centièmes de millimètre près. On nous dit que Hiram Maxim a inventé sa mitrailleuse à la fin du siècle. Mais des machines à coudre avec de tels nœuds étaient déjà produites en masse dans les années 60. Résultat, la technologie du tir de mitrailleuse aurait été au point sur des ménagères 30 ans avant l'apparition officielle des armes automatiques. Ou bien, ce qui est bien plus terrifiant, l'arme existait déjà, avait été produite en quantité gigantesque pour une guerre dont les manuels d'histoire se taisent. Et après sa fin, il fallait bien faire quelque chose des millions de nœuds prêts à l'emploi. Parlons maintenant de la science des matériaux. C'est l'argument le plus meurtrier contre les historiens. Effectuez une analyse spectrale du métal dont sont faits les axes des vieilles machines à coudre Singer ou Pfaff. Vous découvrirez la présence de vanadium, de molybdène et de tungstène. Ce sont des additifs de ligature qui rendent l'acier incroyablement résistant et réfractaire à la chaleur. Une telle acier est nécessaire pour les canons d'armes à feu afin qu'ils ne fondent pas lors d'un tir intensif. Mais à quoi sert un acier réfractaire dans une machine à coudre? Il n'y a pas de haute température là-dedans. Il n'y a pas de charge explosive. Utiliser de tels matériaux coûteux et complexes à produire pour un appareil domestique relève du suicide économique. C'est comme fabriquer des cuillères en titane au Moyen Âge. Aucun capitaliste sain d'esprit ne dépenserait de métal allié précieux pour un mécanisme actionné manuellement par une couturière. Sauf si ce métal lui est revenu gratuitement. Sauf si c'est une refonte ou un remontage direct de canons et de mécanismes d'armes déjà prêts, issus d'une armée détruite. Rappelez-vous l'interchangeabilité des pièces. L'histoire officielle se vante du fait que c'est précisément au XIXe siècle que l'ère de la standardisation a commencé. On nous raconte des fables sur la façon dont Samuel Colt et Isaac Singer auraient soi-disant accompli une révolution. Mais n'importe quel tourneur vous dira que parvenir à une pleine interchangeabilité des pièces dans les conditions d'une manufacture du milieu du XIXe siècle est impossible. Pour cela, il faut des machines-outils à commande numérique ou au moins un équipement de précision qui n'existait officiellement pas. Néanmoins, vous pouvez prendre la navette d'une machine Singer de 1870 et la placer dans une autre identique, et elle fonctionnera, sans lime, sans ajustement. C'est un niveau de précision accessible seulement aujourd'hui. D'où venaient de telles technologies? La réponse est simple. Ce n'est pas un assemblage manuel. C'est une production machinée sur des lignes automatiques, rescapée d'une civilisation hautement développée que nous avons perdue. Ces lignes estampaient les pièces par millions, avec une répétabilité parfaite, inaccessible aux barbus avec des limes qu'on nous dépeint sur les anciennes gravures. Un autre fait choquant, c'est l'unification des connexions filetées. Les vis dans les vieilles machines ont souvent un pas de vis non standard pour leur époque. Les standards impériaux Whitworth étaient alors seulement en phase d'introduction. Mais dans les machines à coudre, nous voyons des filetages à modules fins uniques qui correspondent un à un au filetage d'armes de cette période. Pourquoi une usine de machines à coudre développerait-elle son propre standard unique de vis si on pouvait prendre un ordinaire? Parce qu'ils ne le développaient pas. Ils utilisaient ce qui était sur les stocks.
Ils vissaient les boîtiers avec des vis destinées à fixer les rails de visée et les mécanismes de détente. Cela explique aussi l'incroyable solidité de l'assemblage. Avez-vous déjà essayé de démonter une vis oxydée sur une machine centenaire? Elle se dévisse avec un clic caractéristique, mais le filetage reste vierge et pur. La qualité du métal des vis est supérieure à celle de l'armature de construction moderne. C'est un fixage d'armement, calculé pour la vibration des tirs. Observez le poids. Pourquoi les vieilles machines sont-elles si lourdes? Le châssis en fonte pèse des dizaines de kilogrammes. On nous dit pour la stabilité. Mais pour la stabilité, il aurait suffi de faire une base large. Ici, nous voyons une masse superflue. Ce n'est pas simplement de la fonte. C'est un alliage à haute teneur en carbone qui résiste mal à la corrosion. De nombreux chercheurs trouvent dans la structure de ce métal des microparticules caractéristiques de l'armure refondue. Imaginez la scène. D'immenses champs de bataille jonchés de machines tordues et d'armes. Que font les survivants? Ils ramassent ce métal. Ils ne peuvent pas extraire le minerai. Les mines sont détruites ou inondées. Ils refondent ce qui gît à leurs pieds. C'est précisément pourquoi le métal du 19e siècle est si étrange. Il est secondaire. C'est un cocktail d'épées, de boucliers et peut-être de mécanismes refondus dont nous ne pouvons même pas imaginer la destination. La machine à coudre est un monument au recyclage. Et ici, nous abordons la question la plus intéressante. Si les machines à coudre sont des armes reconverties, alors où sont les capacités de production? Où sont les usines capables de traiter de l'acier allié en de tels volumes? Les biographies officielles des industriels regorgent de lacunes. Le même Singer était acteur et inventeur autodidacte, et puis soudain, du jour au lendemain, il bâtit un empire avec des usines partout dans le monde. D'où les plans, d'où les machines pour fabriquer des machines. C'est le schéma classique de couverture. Le génial inventeur n'est qu'une figure de proue, un écran de fumée derrière lequel se cache un programme étatique de légalisation des technologies du passé. Il leur fallait occuper les gens. Il leur fallait vêtir une population qui, peut-être, était restée nue après une quelconque catastrophe globale. Et il leur fallait cacher les armes, transformer littéralement les épées en socs de charrue et les fusils en machines à coudre. Si les caractéristiques techniques suscitent des soupçons, la logistique du 19e siècle met définitivement un terme à la version officielle de l'histoire. Activons la calculatrice et le bon sens. On nous dit que la compagnie Singer et ses concurrents ont inondé le monde de millions de lourds mécanismes en fonte durant la période de 1860 à 1890. Pensez au poids. Une seule machine avec emballage, châssis et caisse en bois pèse de 15 à 30 kg. Multipliez cela par des millions d'unités. Nous obtenons des centaines de milliers de tonnes de cargaison. Et cela dans un monde où, selon les historiens, il n'y avait pas d'autoroute asphaltée, pas de camions lourds, et où le réseau ferroviaire était soi-disant en construction, tracé à la pioche et à la pelle. Croyez-vous vraiment qu'une telle masse de métal pouvait être distribuée à cheval et en charrette sur des chemins de terre, livrée dans chaque village reculé, transportée par-dessus les océans sur des voiliers en bois? Une logistique de cette envergure exige une infrastructure avancée. Transport conteneurs, grues portuaires, autoroutes larges. Si les machines à coudre sont apparues partout et d'un coup, cela signifie une chose. Le réseau de transport existait déjà. Elle était bien plus perfectionnée que celle dont on nous parle. Ou bien ces machines n'étaient pas transportées. Elles étaient déjà là. Elles étaient stockées dans des entrepôts dans des villes qui avaient été détruites ou abandonnées, puis redécouvertes par de nouveaux colons. Cela explique pourquoi nous trouvons ces dispositifs hautement technologiques dans les maisons de gens qui vivaient soi-disant
à la lueur de la chandelle et labouraient la terre avec une arère en bois. Le dissonance entre le niveau de vie quotidien et le niveau technique est simplement criante. C'est comme si aujourd'hui, dans une hutte d'une tribu dans la jungle amazonienne, vous trouviez un ordinateur quantique en fonctionnement. Et maintenant, passons à ce qu'il y a de plus terrifiant. L'explosion démographique et son lien avec l'industrie textile. Regardez les graphiques de la croissance de la population dans la seconde moitié du XIXe siècle. La courbe décolle verticalement vers le haut. Les historiens marmonnent quelque chose sur l'amélioration de la médecine et de l'hygiène, mais nous savons que, à l'époque, l'absence d'assainissement dans les villes était effroyable. D'où venaient toutes ces personnes? Pourquoi soudainement est apparue une nécessité aiguë, vitale, de confection massive de vêtements? Le travail manuel des couturières avait suffi pendant des siècles pour approvisionner la population. Mais soudain, au milieu du siècle, cela devient impossible. La réponse effraie. La population a été artificiellement reconstituée ou importée. Une réinitialisation globale a eu lieu. Dans les villes vidées après la catastrophe que nous appelons déluge ou pluie d'argile, ont afflué des millions de nouveaux résidents. C'étaient des gens sans passé, sans biens, souvent sans parents. Il fallait les vêtir d'urgence. C'est précisément ici que entrent en scène nos machines à coudre. Les autorités qui avaient pris le contrôle des ressources survivantes de la civilisation précédente se sont heurtées à une crise. Des millions de nouveaux citoyens nus et pieds nus. Elles disposaient d'entrepôts d'armes ou de composants de mécanismes de haute précision. Elles ont pris la décision de la conversion. Les canons ont été raccourcis ou refondus. Les mécanismes de percussion ont été inversés. On a ajouté une aiguille et on les a distribués à la population sous l'apparence d'un miracle technique. C'était une opération de survie. Il fallait coudre en un temps record des millions de tenues d'uniformes, de vêtements simples, de linge de lit. À la main, c'était impossible. Seul le parc de machines hérité des ancêtres hautement développés a sauvé la situation. Regardez les anciennes photographies des orphelinats, des hospices de travail, des usines de l'époque. Des robes identiques, une coupe identique. Ce n'est pas de la mode. C'est le résultat du travail de ligne de conversion. Il y a encore un détail dont on se tait, le son. Ceux qui ont entendu le fonctionnement d'un vieux Singer connaissent ce cliquetis rythmique caractéristique. Il hypnotise. Certains chercheurs en acoustique supposent que la fréquence de fonctionnement du mécanisme n'est pas réglée au hasard. Dans des conditions d'absence de radio et de télévision, la machine à coudre était la principale source de bruit technogène dans la maison. Et si ce son influençait la psyché? Et si la vibration, transmise à travers le sol, et les châssis touchaient toujours le sol, faisait partie d'un système de suppression ou, au contraire, de reprogrammation de la conscience? On habituait les gens au rythme de la machine, au rythme du nouveau monde industriel, effaçant leur lien avec la nature et le passé. Cela sonne comme de la science-fiction, mais rappelez-vous, nous parlons d'une civilisation qui construisait des cathédrales résonateurs et utilisait le son des cloches pour guérir les épidémies. Ils savaient tout sur le son. Et transformer une arme sonore en appareil domestique, un pas tout à fait logique pour ceux qui voulaient contrôler les masses. Regardons les soi-disant grands incendies du XIXe siècle. Chicago, Boston, Moscou. Des centaines d'autres villes ont brûlé entièrement, précisément pendant la période où commençait l'introduction massive des machines à coudre. Officiellement, des vaches renversaient des lampes. Mais regardez les photos après les incendies. La pierre s'effritait en sable. Le métal fondait et coulait dans les rues.
Les températures étaient extrêmes, inatteignables pour un feu ordinaire de bois. C'était l'utilisation d'une arme. Nettoyage du territoire. Et immédiatement après l'incendie, la ville était reconstruite, déjà selon de nouveaux plans, avec de larges avenues, et remplie de nouveaux biens, parmi lesquels la machine à coudre occupait une place d'honneur. C'est au marqueur. Là où apparaissait Saint-Guerre, l'ancien monde était détruit. La machine, c'est le symbole du nouvel ordre établi sur les ruines. Et un autre détail qui ne donne pas de répit. Les aiguilles. La qualité de l'acier des aiguilles à coudre du XIXe siècle surpasse les scalpels chirurgicaux modernes. À quoi sert une telle dureté pour percer du calicot ou de la laine? Une telle aiguille est capable de percer de la tôle fine ou du kevlar. Si l'on suppose que ces dispositifs étaient initialement destinés à coudre quelque chose de beaucoup plus dense que le tissu, alors quoi exactement? Des voiles pour des navires aériens? Des costumes protecteurs pour travailler dans des environnements agressifs? Ou bien, revenant au thème des armes, l'aiguille n'est qu'un percuteur modifié qui était initialement censé percer l'amorce. Et sa surrésistance est simplement une caractéristique résiduelle qu'on n'a pas enlevée lors de la conversion. Nous voyons comment l'histoire craque aux coutures, dès qu'on tire sur le fil qui dépasse de la machine à coudre. On nous a imposé l'idée que nos ancêtres étaient primitifs, mais nous tenons en main la preuve du contraire. La preuve, fondue en fonte et en acier, avec un numéro de série qui peut en dire plus que toute la bibliothèque du Congrès. Maintenant que nous avons compris que les mécanismes eux-mêmes sont des chefs-d'œuvre de conversion militaire, levons la tête et regardons les murs dans lesquels ce miracle d'appareils domestiques était soi-disant produit. L'histoire officielle nous nourrit de fables selon lesquelles des géants, comme la compagnie Singer, construisaient leurs usines de zéro en pleine campagne. Mais regardez l'architecture de l'usine de Podolsk ou de l'usine d'Elisabethport. Voyez-vous des ateliers industriels? Je vois des palais. Je vois des complexes de temples en briques rouges, dont la qualité est aujourd'hui inaccessible. C'est le fameux style brique que nous rencontrons partout dans le monde. De Manchester à Vladivostok, de Chicago à Hambourg. On tente de nous convaincre qu'à la fin du XIXe siècle, à l'époque du transport par traction animale et du travail manuel, l'humanité a soudain décidé de construire des usines avec des excès architecturaux, des arcs, des colonnes et une maçonnerie des plus complexes qui tient des siècles sans ciment. C'est absurde. Un capitaliste compte chaque sou. Il construirait une baraque, pas un palais. Sauf bien sûr si ce palais lui est revenu gratuitement. Faisons le calcul. Pour construire un complexe d'usines de l'envergure de celui de Podolsk, il faut des centaines de millions de briques. Où sont les briqueteries capables de produire un tel volume? Où sont les carrières d'où l'on extrayait l'argile? Où est le combustible, charbon ou bois, pour cuire cette brique? Pour produire une telle quantité de matériaux de construction, il aurait fallu raser la moitié des forêts d'Eurasie. La logistique de livraison de ces matériaux sur des chemins de terre aurait pris des décennies. Et on nous dit que les usines étaient érigées en 1 ou 2 ans. C'est physiquement impossible avec les technologies dont parlent les manuels scolaires. La conclusion est une seule. Ces bâtiments n'ont pas été construits. On les a déterrés. On les a restaurés. Les nouveaux maîtres du monde, qui s'étaient appropriés les technologies du passé, se contentaient simplement d'occuper d'immenses structures vides, rescapées de la civilisation précédente, y accrochaient leurs enseignes Singer ou Siemens et commençaient l'exploitation. Observez la célèbre maison de la compagnie Singer à Saint-Pétersbourg. On nous dit que ce bâtiment a été construit au début du XXe siècle.
Mais regardez les technologies. C'est la première maison en Russie avec une structure métallique. D'où est venue la technologie de construction de gratte-ciel sur un sol marécageux, si auparavant on ne construisait qu'en pierre? Atrium, ascenseur, système de ventilation des plus complexes et surtout, la poste pneumatique qui traverse les murs. Ce sont des technologies de maisons intelligentes réalisées il y a 100 ans. Et le dôme. Avez-vous vu cette boule de verre au sommet? Officiellement, c'est pour la beauté et la publicité. Mais les ingénieurs électriciens, en regardant la structure du dôme et du fleuron, voient tout autre chose. C'est un schéma classique d'antenne réceptrice ou de déchargeur d'électricité atmosphérique. La structure métallique du bâtiment fonctionne comme mise à la terre. La boule de verre, comme isolateur ou condensateur. Et si ce bâtiment était initialement non pas un bureau, mais une centrale énergétique? Et si tous ces usines en briques rouges, avec leurs énormes cheminées, faisaient partie d'un système global de production d'énergie sans fil, dont se servait la civilisation précédente? Les cheminées, c'est un sujet à part. Avez-vous remarqué que les cheminées d'usines du 19e siècle ont souvent une forme étrange? Elles sont prismatiques, ornées de motifs, trop larges. Pourquoi orner une cheminée à fumée? Et pourquoi sur les anciennes photos de ces cheminées, il n'y a souvent pas de fumée, même quand l'usine est soi-disant en pleine production? Il y a une version, ce ne sont pas des cheminées. Ce sont des puits d'aspiration d'air, ou au contraire, des guides d'ondes. Les nouveaux propriétaires, les reconversionneurs, ne savaient simplement pas comment utiliser cet équipement à sa destination. Ils démodissaient les installations complexes à l'intérieur, installaient des chaudières à vapeur primitives et commençaient à brûler du charbon, utilisant des puits high-tech comme de simples évacuations. Nous vivons dans un monde de culte du cargo. Nous utilisons l'iPhone pour casser des noix. De la même façon, Singer utilisait les centrales énergétiques de l'Antiquité pour produire en série des mitrailleuses reconverties. Et ici, se révèle une autre couche de mensonges, économique. Singer est connu non seulement pour la machine, mais aussi pour l'invention du système de vente à crédit. On nous le présente comme un bienfait, soin pour l'acheteur pauvre. Mais regardons la vérité en face. C'était le début de l'esclavage financier. Pour la première fois dans l'histoire, on a massivement accroché les gens à l'hameçon de la dette. Pourquoi? Pour attacher la population au nouvel ordre. L'homme qui doit payer chaque mois ne se révolte pas, il travaille, il devient partie du système. La machine à coudre est devenue l'outil idéal d'asservissement. Elle donnait l'illusion de gain, mais en réalité poussait dans la servitude. Les femmes passaient des journées entières derrière ces mécanismes d'armes reconvertis, cousant des uniformes pour les nouvelles armées, et rendaient ce qu'elles gagnaient à la corporation pour payer l'outil de travail lui-même. Un cercle vicieux, un schéma génial de contrôle sur une population démographiquement renouvelée. Sentez-vous comment le puzzle se met en place? Technologie impossible d'usinage du métal, matériaux surrésistants, unification étrange avec les armes, usines, palais, impossible à construire avec des méthodes primitives. Et un schéma financier global, implanté simultanément dans le monde entier. Ce n'est pas l'histoire du succès d'un inventeur, c'est une opération spéciale. C'est un plan de réinitialisation de la civilisation, réalisé par un groupe de personnes qui ont pris le pouvoir après la catastrophe du milieu du 19e siècle. Ils nous ont donné des explications primitives, cachant la véritable grandeur du passé. Ils nous ont forcés à croire que nous sommes le sommet de l'évolution, alors que nous ne sommes que des fourmis rampant sur les ruines des temples des titans. Qui se tient donc derrière le rideau de ce grandiose spectacle? Isaac Singer? Samuel Colt? Les frères Nobel? Non, ce ne sont que des acteurs nommés gestionnaires, des présidents fictifs
dont les noms ont été inscrits rétrospectivement dans les brevets pour légaliser les technologies trouvées sur les ruines. Les véritables marionnettistes sont restés dans l'ombre. Ce sont ces mêmes forces qui ont organisé la réinitialisation du milieu du XIXe siècle. Appelez-les comme vous voulez, gouvernement mondial, prêtres des cultes survivants ou administrateurs externes. Leur objectif était simple et cynique. Apaiser l'humanité survivante et clonée, effacer la mémoire de l'âge d'or et la forcer à travailler jusqu'à l'épuisement. La machine à coudre est devenue l'outil idéal de cet asservissement. Elle a cousu une nouvelle réalité dans laquelle nous vivons encore. Réfléchissez au symbolisme. L'aiguille perforant le tissu, le fil reliant les morceaux de matière. C'est une métaphore de ce qu'ils ont fait à notre histoire. Ils ont pris des morceaux épars de vérité, les ont mélangés avec du mensonge et les ont cousus grossièrement en une toile qu'ils ont appelée version officielle. Nous, comme ces morceaux, avons été cousus en une masse grise unifiée de consommateurs. L'arme qui pouvait nous protéger ou nous donner du pouvoir a été confisquée, modifiée et rendue sous forme d'outils pour un travail infini et monotone. On nous a mis entre les mains une mitrailleuse reconvertie, mais on nous a interdit de tirer. On nous a permis seulement de coudre notre propre robe de prisonnier. Vous demandez pourquoi les scientifiques se taisent? Parce que la science, dans sa forme actuelle, est un institut de contrôle. L'histoire académique est la garde du périmètre. Tout artefact qui ne cadre pas avec le tableau primitif de singe à homme est déclaré faux ou simplement ignoré. Mais il est impossible de cacher des millions de machines à coudre. Elles se dressent dans les musées, les boutiques d'antiquités, les maisons de vos parents. Elles sont le cheval de Troie dans le camp du mensonge. Chaque telle machine est une capsule temporelle.